Salut les gens, c'est Julien pour C'est bien d'être bien, et aujourd'hui on se retrouve pour le test de la première action cam de chez Olympus, la TUF TG Tracker. Alors cette action cam, quand elle a été annoncée, franchement j'étais super impatient de la tester, parce que sur le papier, c'était pour moi la caméra idéale par rapport à ce que je fais, à savoir des vidéos de course. Alors aujourd'hui vous m'excuserez, mais j'ai un petit peu la tête dans le cul ce matin, donc je vais prendre mes notes. Donc en bref, on a une résolution vidéo qui va jusqu'à du 4K à 30 fps. Elle est étanche jusqu'à 30 mètres et résistante à 100 kg de pression sans caisson. On a un capteur stabilisé sur 5 axes, un petit écran de 1,5 pouces, une petite lampe torche, un micro stéréo et 5 capteurs. GPS, boussole, thermomètre, baromètre et accéléromètre. Alors au niveau du contenu de la boîte, et là j'ai eu un exemplaire de test, donc je pense qu'il manque 2 ou 3 choses, comme par exemple le mode d'emploi ou le CD-ROM. On a bien sûr la caméra, un câble USB, un adaptateur secteur et son câble, donc ce qui fait qu'on a un chargeur en 3 parties, c'est pas forcément l'idéal, mais pourquoi pas, une protection de lentille pour les vues sous-marines, une poignée dont je vous reparlerai un petit peu plus tard, et la Dragon qui va avec. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais déjà au point de vue du design, moi je trouve qu'elle a franchement une bonne gueule, et quand on la prend en main, ça sent vraiment le costaud. Niveau qualité de fabrication, y a rien à dire, c'est top. On retrouve ici un interrupteur on-off qui est franchement très pratique, et vous remarquerez qu'il y a une troisième position, c'est la fonction log, et ça j'y reviens un petit peu plus tard. Sur le dessus, on a 5 boutons qui sont bien accessibles et qui tombent parfaitement sous les doigts. Sur le côté, on a donc le petit écran de 1,5 pouces, alors il peut se déplier, par contre c'est dommage, il ne peut pas pivoter, ne serait-ce que par exemple le rabattre contre la caméra pour le protéger un petit peu mieux. Notez également qu'il n'est pas tactile. Sur l'avant, on a bien sûr la lentille avec sa protection qu'on peut démonter pour la remplacer par la protection sous-marine. Pour ça, c'est tout con, il y a un petit levier ici que vous tirez vers l'arrière et vous pivotez le cache. On retrouve également la petite lampe d'appoint et les entrées du micro stéréo. À l'arrière, on a la trappe d'accès à la batterie que je trouve vraiment très pratique. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ici, il y a ce petit levier qu'il faut baisser, hop, on la pousse et elle se déverrouille. Il n'y a pas de morceau qui se détache comme sur d'autres modèles de caméra, donc si vous changez votre batterie pendant une course par exemple, c'est très pratique, ça évite de perdre des trucs. Et une fois qu'on est dedans, on remarque qu'il y a encore une sécurité pour retenir la batterie. Sans ça, on y retrouve le connecteur micro USB, le connecteur micro HDMI, et le slot pour la carte micro SD. Bon alors lui, je trouve qu'il est un petit peu trop proche de la batterie, ce qui fait que quand vous mettez la carte, quelquefois vous vous plantez et vous la collez pas dans le bon trou. Et puis aussi, quand vous changez la batterie, ça peut arriver d'appuyer sur la carte sans faire gaffe et donc de l'éjecter. Pour finir le tour, on retrouve en dessous un pas de vis Kodak qui permet de fixer par exemple un trépied ou la poignée fournie dans la boîte, et à l'arrière le passage pour la Dragon. Allez, on va regarder un petit peu comment ça fonctionne. Mais avant de l'allumer, je voudrais vous montrer un truc. Sur le dessus, vous avez le bouton Info. Alors ce bouton, il est multitâche. Quand la caméra est éteinte, si vous appuyez dessus, vous allez avoir accès aux données des capteurs. Donc on a d'abord ici la boussole, on a aussi l'heure et la température. Avec un deuxième appui, on a un niveau, donc sur 2 axes. Et puis après, on a l'altimètre. Bon alors, pourquoi pas ? C'est pratique, hein. Si vous êtes perdu dans la forêt, vous pouvez toujours avoir vos données GPS et votre boussole dans la caméra. Bon, admettons, ça fait gadget. Et puis si vous faites un appui long sur ce même bouton, ça allumera la lampe. Donc pour l'allumer, suffit de basculer l'interrupteur sur on et elle s'allume très vite. Ça c'est appréciable, vous n'avez pas trop de temps d'attente avant de pouvoir commencer à faire des images. A noter par contre que la caméra ne s'allumera pas si vous n'y avez pas mis de carte mémoire. Point de vue utilisation, c'est pas bien compliqué. Si vous appuyez sur le bouton menu, vous avez accès aux différentes options du mode de prise d'image que vous avez sélectionné. Et puis, si vous appuyez sur le bouton OK, vous avez accès à l'écran de changement de mode, donc vidéo, photo, timelapse, paramètres et lecture. Si vous kiffez pas l'anglais, malheureusement pour vous, les menus ne sont dispo que dans cette langue. Bon, c'est pas bien gênant et on s'y retrouve vite, la navigation, franchement, je la trouve simple et efficace. Par contre, il y a 2 petites choses que je trouve un petit peu agaçantes. Déjà, pour le réglage des options, par exemple en mode vidéo, et c'est valable pour les autres modes. En fait, quand vous allez ouvrir le menu des options, vous allez toujours tomber sur le même réglage. Donc admettons que vous êtes en 1080p et que vous vouliez juste changer la cadence d'image, donc passer de 60 à 30 fps ou l'inverse, et quand vous allez ouvrir le menu, vous allez retomber sur l'option qui est réglée par défaut. Donc c'est chiant, à chaque fois il faut se rebalader. Moi je trouve que c'est une perte de temps, c'est dommage que ça ne garde pas en mémoire la dernière option visiter pour retourner dessus. Deuxième truc, quand vous appuyez sur le bouton OK pour ouvrir le choix du mode, vous pouvez pas quitter cet écran sans choisir un mode. C'est dommage, je sais pas, par exemple en appuyant sur le bouton enregistrement, ça pourrait vous ramener au dernier mode qui a été sélectionné. Non, là faut retourner en choisir un, je trouve ça un peu con. On passe maintenant à ce qui nous intéresse le plus pour ce genre de petite caméra, à savoir sa qualité d'image. Mais avant ça, je voudrais vous raconter un petit truc. Quand je l'ai reçu, j'ai fait quelques images comme ça pour voir ce que ça donne. Et de temps en temps, j'avais un rush
où l'image était inversée. Donc admettons que je me filmais là comme ça, et ben j'avais la tête en bas. Donc ça c'est un truc que vous pouvez régler manuellement dans les options, ce qui est pratique si vous avez besoin de fixer votre caméra à l'envers. Mais bon, là je lui avais rien demandé. J'ai regardé un petit peu sur internet et apparemment j'avais pas été le seul à avoir ce problème. Donc je suis allé voir sur le site d'Olympus et j'ai vu qu'il y avait une mise à jour possible du firmware. Alors c'est bien, cette mise à jour elle a réglé le problème. Mais bon, comme j'ai dit, c'est une caméra qu'on m'a prêtée, je suis plutôt sympa, je le remets à jour avant de la renvoyer. Ceci étant dit, on peut rentrer dans le vif du sujet. Et vous m'excusez, je reprends à nouveau mes notes. Donc on a plusieurs résolutions, comme par exemple du 4K à 30 fps, du 1080p 60, du 720 240 ou encore du 280. Mais bon, ça on s'en cogne, en général on s'en sert pas. Pour commencer, voici quelques petites images en 4K à 30 fps que j'ai faites lors d'une petite balade en voiture. Alors ce que je peux en dire, je trouve que l'image elle est pas trop mal, mais je trouve que ça manque quand même un peu de netteté. J'avoue avoir été un petit peu déçu à ce niveau-là. Ce qui me gêne un peu plus, c'est l'angle de vue que je trouve un petit peu trop large. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça déforme un peu trop l'image et que c'est un petit peu trop arrondi. Notons quand même que cet angle de vue peut être réduit en activant par exemple le mode plongée ou en activant la stabilisation du capteur, mais ça je vous en cause juste après. Alors là aussi vous voyez sur la gauche une espèce de bande noire, et bah ça en fait c'est le cache de la lentille. Ouais ça fait dégueulasse, et là je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Putain ils ont pas fini comme il faut la caméra, et en fait elle se filme elle-même. Alors encore une fois je suis allé fouiller un petit peu sur internet, et j'ai trouvé personne d'autre qui se plaignait de ce problème. Donc du coup j'ai posé la question au gars de l'agence de com qui m'a envoyé la caméra pour le test, et apparemment, les gens qui l'ont eu avant moi n'ont pas eu ce problème. Alors je sais pas, mais peut-être que ces mêmes personnes se sont amusées avec un tournevis à démonter la caméra pour voir ce qu'il y avait dedans, ils ont remonté ça comme des cons, enfin j'en sais rien, mais bon, a priori ce problème ne touche que cet exemplaire, et c'est tant mieux, parce que franchement, là sinon ça craint grave. Ensuite, pour comparer un petit peu la qualité des différentes résolutions, je suis allé me faire un petit entraînement de tir à l'arc, et je vous ai ramené ces images. Alors en 4K, il y a un petit peu plus de détails, mais la différence elle est pas ouf. Et puis vous voyez, en bas à droite, en 720p 240 images secondes, vous allez me dire c'est au ralenti. Et bah oui, parce qu'en fait que ce soit en 720p ou en 480, quand on se met en 240 ou 120 fps, ça active automatiquement un mode slow motion. Et alors ce mode, je le trouve un petit peu con, parce qu'en fait c'est la caméra qui crée elle-même un ralenti pour sortir une vidéo à 30 fps. Pourquoi c'est con? Tout simplement parce que du coup ça enregistre pas le son, on ne peut pas activer la stabilisation du capteur, et donc en fait c'est des rushs dont on peut pas vraiment se servir comme on veut en post-prod. Au moins ça a le mérite de sortir un ralenti qui est fluide, mais bon voilà, je suis un petit peu déçu qu'on n'ait pas le choix entre avoir l'image brute ou ce ralenti déjà créé. Parlons maintenant de la stabilisation du capteur. Alors quand on l'active, comme je le disais juste avant, ça réduit un petit peu l'angle de vision, et ça je trouve que c'est pas mal. L'image, je la trouve déjà moins déformée, c'est plus propre, ça me plaît mieux. Donc voici quelques images comparatives avec et sans la stab. Alors vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je la trouve plutôt efficace. On va juste remarquer que là sur la gauche il y a une espèce de mouvement un petit peu bizarre, c'est peut-être dû au même problème que ce qui fait que ça filme le côté du cache-lentille. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'angle de vue, moi je le trouve de base un petit peu trop large, donc il peut être réduit en activant la stab et je trouve ça beaucoup mieux, ou encore un peu plus en activant le mode plongée, ou comme écrit ici, underwater. Alors toutes ces images, c'était en plein jour, mais en basse lumière ou de nuit, qu'est-ce que ça donne? Je trouve que c'est pas mal du tout. Il y a un petit peu de bruit, mais franchement ça reste propre. Un des atouts de cette caméra, et tout qui m'intéressait franchement bien, c'était sa petite lampe intégrée. Parce que pour certaines courses qui peuvent se dérouler de nuit, ou alors où il peut y avoir des passages un petit peu sombres, ça peut être assez pratique. Mais bon, elle n'est pas surpuissante, alors pour des vues en intérieur ou dans un paysage un petit peu chargé, c'est pas mal, mais pour des zones très dégagées, c'est pas top. Par contre, pour se filmer soi-même, c'est nickel. Bon, faut quand même que je vous parle d'un petit bug qui est franchement gênant. Ça m'est arrivé 2 ou 3 fois, mais c'est pas bien terrible. En branchant la caméra sur le PC, je me suis rendu compte que j'avais quelquefois un rush qui était tout noir. Il n'y a pas eu de prise d'image. J'avais le son, mais pas l'image. Il y a aussi eu une fois où j'ai eu ni le son ni l'image. Alors si vous aviez fait une belle prise et que vous vous retrouvez comme un con, sans rien, ça craint. Il y a un autre truc que je trouve gênant et vraiment très con, c'est la mise en veille de l'écran. Donc vous pouvez la paramétrer sur plusieurs durées, bon jusqu'à là c'est du très classique, mais ce qui est con, c'est pourquoi est-ce que l'écran reste allumé tout le temps quand la caméra ne filme pas, et quand vous lancez l'enregistrement, il va se mettre en veille au bout du temps que vous avez défini. Ça devrait pas être l'inverse plutôt, genre pour économiser la batterie, il se met en veille quand on s'en sert pas, et éventuellement l'écran reste allumé pendant qu'on filme, histoire de pouvoir cadrer. Cette caméra embarque également 2 autres modes de prise d'image, avec tout d'abord la photo. Donc la photo en 8 mégapixels, un mode rafale et une possibilité de retardateur. Bon, du classique quoi. Avec de bonnes conditions de lumière, c'est pas mal du tout. Par contre, toujours au niveau de l'angle de vue,
De base, je le trouve trop large et ça fait une photo vraiment très déformée, et donc je préférerais plutôt le mode plongée. Et puis on a le mode timelapse. Donc là, vous choisissez une durée d'intervalle de prise de photo et la résolution. La caméra va vous monter automatiquement une vidéo, et là je trouve que le résultat il est vraiment très beau. Donc on l'a vu, on a une image qui est pas au top, mais qui est quand même d'une qualité tout à fait correcte, mais alors qu'en est-il du son? Et pour ça, je vous propose qu'on passe directement sur la caméra. Et voilà, donc là je me filme avec cette petite TOF TG Tracker, donc au niveau du son, vous pouvez voir que c'est pas trop mal. Donc si je me tais, on entend qu'il y a un petit bruit de fond. Alors c'est souvent sur ce genre de micro intégré. Donc quand je parle, ça s'entend pas trop, mais sur des moments de silence, ça peut être un petit peu gênant. Mais pour un micro intégré, franchement, je trouve que c'est pas mal du tout. Par contre, c'est dommage, pas de possibilité de brancher un micro externe. Autre point important pour une action cam, c'est son autonomie. Alors ici, c'est annoncé pour environ 1h30 d'image. Ça a l'air d'être ça, mais j'ai pas vraiment pu la tester comme je voulais. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai voulu lancer un test de vidéo en continu jusqu'à épuisement de la batterie, mais malheureusement l'enregistrement se coupe quand le fichier atteint 4 Go 3. Du coup, j'en profite pour vous parler de l'option loop. Donc cette option loop vous permet d'activer l'enregistrement en boucle. Quand vous arrivez au terme de ces 4 Go 3, la caméra relance un nouvel enregistrement. Jusqu'à là, c'est plutôt pas mal, non? Le problème, c'est que parfois, ça me relance un enregistrement de juste quelques secondes avant de se recouper et de pas se relancer du tout. Donc là, je pense qu'il y a encore un petit bug. Pour la batterie, chez Olympus, ils sont pas cassés, c'est la référence LI92B de 1350 mAh qu'on retrouve sur d'autres appareils de la marque. Alors ça c'est bien, si vous avez déjà ces modèles chez vous, ça vous fait des batteries de rab si vous achetez cette action cam. A noter aussi un petit truc pratique, c'est que la caméra est utilisable pendant la charge. Donc ça vous permet de vous trimballer par exemple avec une batterie externe et de continuer à filmer même si vous êtes à sec. En début de vidéo, je vous ai dit que la caméra elle embarquait 5 capteurs. Je vous ai aussi dit que sur l'interrupteur on-off, il y avait une fonction log. Bon, je vous le dis de suite, c'est un truc que j'ai pas exploré plus que ça, parce que c'est pas une fonction qui m'intéresse des masses. Donc, si on bascule l'interrupteur sur log, ça lance l'enregistrement des données des capteurs dans une sorte de journal de bord. Alors le seul truc, c'est qu'il faudra faire attention justement à pas basculer l'interrupteur là-dessus par inadvertance, ce qui fait que ça risquerait de pomper la batterie. Donc ces données, a priori, on peut aussi les enregistrer pendant la prise d'image, ça permettra par exemple de localiser ces photos sur une carte, mais comme je vous l'ai dit, moi c'est pas un truc que j'utilise, donc je pourrais pas vous en parler plus que ça. Cette caméra, elle embarque aussi du Wi-Fi pour être reliée à un smartphone. Et là, c'est un peu chelou, il y a deux applications différentes de disponibles. On a tout d'abord OITrack. Alors OITrack, ça sert à exploiter les données log dont je viens de vous parler. Et surtout, on a l'application OIShare qui permet de faire télécommande ou encore de transférer ses images pour les utiliser directement depuis son smartphone. Ouais. Alors par contre, ça fait télécommande, mais que pour le mode photo. Y a pas un petit peu comme du foutage de gueule là? Avant de conclure, un petit mot sur la poignée qui est fournie dans la boîte. Alors ici, j'ai monté la caméra dessus, et franchement, je la trouve super pratique. Elle offre une très bonne prise en main. Devant, il y a un petit miroir qui permet de se voir quand on se filme, ça permet de cadrer un petit peu mieux. En dessous, on retrouve un autre pas de vis, ce qui permet par exemple d'y fixer une perche et donc de permettre des vues un petit peu plus en hauteur. On peut aussi faire un truc, c'est enlever la vis pour virer la poignée en elle-même et on se retrouve ici sur la platine avec de quoi fixer des accessoires GoPro. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on a là? On a une caméra qui est bien construite, qui est solide, qui offre une qualité d'image qui sans être exceptionnelle est bonne et surtout avec une stabilisation efficace, un bon son, une lampe d'appoint qui est très pratique, et ça je trouve que c'est vraiment une super idée de l'avoir intégré, un petit écran très utile, mais c'est dommage qu'on ne puisse pas l'orienter comme on veut, il y a des choses à revoir au niveau du firmware qui présente encore des bugs et des trucs vraiment très cons, et aussi il faut revoir les applications, genre avoir une télécommande un peu plus correcte qui permette de servir du mode vidéo. Enfin bon, sur le papier c'était très prometteur, mais j'avoue que je suis un petit peu déçu. Donc monsieur Olympus, si tu m'écoutes et que tu veux me sortir une super caméra, tu commences par me virer tous tes capteurs dont 90% des gens vont pas se servir, tu augmentes la capacité de la batterie et surtout tu améliores ton optique. Voilà, donc cette TOF TG Tracker, elle coûte 349 € et j'avoue que j'hésite quand même à en prendre une pour pouvoir la tester sur des courses à obstacles par exemple. Parce que là je l'ai pas fait, comme j'ai dit, faut que je la renvoie, elle est pas à moi, donc je voulais éviter de la foutre dans la boue et de la renvoyer dégueulasse. Donc j'espère que ce test vous a plu, si vous avez des questions ou que vous voulez me dire ce que vous pensez de ce modèle, vous me mettez tout ça en commentaire, vous laissez un gros pouce bleu sous la vidéo et je vous dis à bientôt.